Bonsoir à tous. Malgré toutes les irrégularités ayant émaillé l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, il est l'un des premiers candidats à prendre acte de la proclamation officielle des résultats de ce scrutin décisif dans la vie politique du Cameroun. Il a été classé 4e, loin derrière Paul Biya, proclamé officiellement vainqueur avec 71,28% des voix exprimées en sa faveur, suivi de Maurice Kamto, 14,23%, et Cabral Libye, 6,28% lors de la dernière élection présidentielle. Sa performance, bien en deçà de celle de son mentor politique John Fundi, elle a suscité bien des déceptions et même des velléités de contestation de son poste de premier vice-président national du SDF. Face à cette vague de critiques, ce député SDF de Voury-Centre a placé l'amertume de la défaite sous le signe d'une profonde remise en question et la détermination de poursuivre le vaste chantier de la démocratie, de la construction de la démocratie au Cameroun. 4 mois après cette élection présidentielle, c'est l'heure de vérité pour l'honorable député Joshua Ossi. Il met fin à ces 4 mois d'introspection politique et s'exprime ce soir en exclusivité à cœur ouvert dans l'émission La Vérité en face. Honorable Joshua Ossi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous présentez la chose comme si c'était la première fois que je m'exprime depuis. C'est pas tout à fait ça, mais je vous donne quand même, je dis que c'est assez correct ce que vous avez présenté et je me prête au jeu. Voilà. Alors, ce soir, 2 journalistes m'accompagnent dans le cadre de cette émission. Jonathan Babila, good evening. Thanks, Cedric Nufele, good evening. So, TVS, good evening, Honorable. Good evening. How are you doing? I'm good. You're welcome. Également présent sur ce plateau ce soir, Duval Fangwa. Duval, bonsoir. Bonsoir Céline Nouffelé, bonsoir l'honorable Joshua Ossi. Bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. D'entrée de jeu, avec vous, honorable Joshua Ossi, vous avez vu ces images de l'incendie de l'hôpital de district de Kumba, survenu dans la nuit de dimanche 10 février à celle de lundi 11 février 2019. Le gouvernement fait état de 4 morts, le bilan officiel, dont 2 malades brûlés vifs sur le lit d'hôpital durant cet incendie. Et ce drame survient au moment où il y a une semaine assez difficile pour la population de ces 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, confrontées à la fois à des villes mortes, mais aussi à des affrontements armés entre des groupes séparatistes et les forces de sécurité. Quelle est votre analyse de la situation dans ces régions anglophones ? Je trouve que c'est une situation triste et ça remet en cause même notre raison d'être en tant que pays. Et je pense que on peut dire ce qu'on veut. Un gouvernement n'a pas le droit de déclarer la guerre contre sa propre population, même si il s'agit d'extrémistes. Et aujourd'hui, j'aimerais tirer... Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays qui nous tire un peu vers les années, je dirais, 60 ou même avant, où la vie humaine était considérée comme quelque chose de pas sacré du tout. Et aujourd'hui, je crois qu'on est revenu, malheureusement, à cela, où on tue des gens pour des raisons politique. Quand il y a un problème politique, on le règle de façon politique. Et ça veut dire qu'on se parle. Si les gens ne sont pas d'accord d'être dans une union, si les gens ne sont pas d'accord, et c'est pas la majorité, mais si ces gens ne sont pas d'accord d'être avec le reste du Cameroun, c'est pas avec des armes qu'on va les forcer à devenir Camerounais. Il n'y a aucun décret qu'on peut signer pour que des gens deviennent ou acceptent d'être Camerounais. C'est la raison seule qui peut les amener. Et pour que cette raison prime, il faut discuter. Et je pense que le président du Cameroun a eu tort de vouloir régler ce problème par les armes. Et il a la chance d'avoir une population qui, jusqu'aujourd'hui, 3 années après le déclenchement de cette guerre, est encore d'accord de discuter. Parce que dans d'autres lieux, l'opportunité de
dialoguer pour essayer de sortir de cette crise n'existerait même plus. Mais le gouvernement Aujourd'hui, estime que les actes qui sont le déploiement des forces sécuritaires visent justement à protéger ces populations du moment et où, à lutter contre ces groupes armés. Vous ignorez ce pan-là? Vous ignorez ces incendies dans les écoles, dans les hôpitaux qui sont attribués par le gouvernement aux séparatistes? Je paye mes impôts pour être sécurisé. Je paye mes impôts pour avoir de la sûreté, pour avoir de la sécurité. Je paye mes impôts pour pouvoir vivre. Je ne paye pas mes impôts pour mourir. Et du moment où des gens meurent tous les jours, ça veut dire que le gouvernement a failli à sa tâche. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que du moment où on pense qu'on peut utiliser les armes, et j'aimerais qu'on soit très clair là-dessus, je n'ai jamais soutenu les sécessionnistes, je n'ai jamais soutenu quiconque dans ce pays qui a essayé de partitionner ce pays, qui a essayé de diviser ce pays. Mais je ne peux pas, pour cela, soutenir ceux qui pensent que c'est avec la violence qu'on réglera les problèmes politiques de ce pays. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ça a échoué. Il y a trop de Camerounais qui meurent tous les jours. On a encore vu ce qui se passe à l'hôpital de Kouba. Je suis abasourdi de voir qu'on essaye de dire c'est les uns ou c'est les autres. Il y a deux parties en conflit et la population en souffre. Et il faut retenir cela. C'est-à-dire que personne ne peut avoir raison tant qu'on est en situation de guerre. Dans le sillage de cet incendie de l'hôpital du district de Kumba, il y a eu une sortie du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, le docteur Chimuta Divai Banda, qui a semblé indiquer d'abord qu'il ne comprend pas comment cet incendie a pu avoir lieu sans qu'on ne sache exactement qui est venu faire quoi là. Mais surtout, il a semblé indiquer que l'une des solutions serait qu'effectivement toutes les parties déposent les armes, c'est-à-dire les bandes armées et d'un côté les forces de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas irréaliste? C'est aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé au point où on pense que c'est irréaliste de faire ce qui serait raisonné, c'est-à-dire de poser les armes. Mais j'aimerais dire une chose, n'oublions pas qu'il y a eu des manifestations de rue et ensuite un déclenchement violent suite à ces manifestations de rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu au départ une déclaration de guerre de ceux qui, certes, demandaient la sécession, que je ne peux accepter. Et donc, on est dans une situation où on a un gouvernement qui est censé nous protéger, qui, au lieu de nous protéger, au lieu de trouver des solutions aux problèmes basiques de sécurité qui sont les nôtres, pense qu'ils peuvent tuer une idée. Vous pouvez tuer l'homme qui porte cette idée. Vous pouvez enfermer l'homme qui porte cette idée. Vous pouvez, mais aujourd'hui nous faisons le constat, 2 ou 3 années plus tard, que l'école n'a pas reprise, que tout un pan du territoire camerounais, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, que ce soit une partie de l'est et de l'Adamawa, n'est pas contrôlé par l'administration, n'est pas contrôlé par le gouvernement. Donc nous avons un problème. Et au lieu de venir nous faire croire que c'est tel ou c'est tel qui a brûlé l'hôpital, il faudrait reconnaître qu'un hôpital a brûlé, et que des malades sont décédés pendant cet incendie, et que nous avons tous ensemble un problème. Si je ne peux même plus aller à l'hôpital en croyant, c'est-à-dire en toute sécurité, en me disant que, étant à l'hôpital, on ne va pas me tirer dessus, on ne va pas m'incendier, dans quel pays sommes-nous ? Justement, sur la question de la protection des populations, de la sécurité, de cette mission régalienne de l'État, on s'appuie sur ces arguments pour justifier justement le déploiement des forces de l'ordre en faisant valoir le principe du monopole de la violence légitime de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Mais le monopole de la violence légitime de l'État, s'il vous plaît, ça veut dire que ce monopole peut être exercé. Et ça veut dire que vous contrôlez la situation. Mais force est de constater aujourd'hui, c'est cet hôpital a pris feu, que la situation n'est pas sous contrôle.
et qu'une partie du territoire camerounais n'est plus contrôlée par l'État du Cameroun. Le ministre de la Communication a réagi dans un communiqué. Il fait savoir qu'une fois alertés de l'incendie, les autorités administratives de la région du Sud-Ouest sont descendues sur les lieux et ont pris toutes les mesures afin de sécuriser les malades en les transférant vers d'autres hôpitaux. Il a exprimé les condoléances du chef de l'État et a rassuré les populations sur les mesures prises par le gouvernement pour œuvrer pour le retour à la paix et la sécurité dans ces régions anglophones. Regardez toutes les mesures gouvernementales prises jusqu'ici pour résoudre cette crise. Quelle est votre évaluation? Écoutez, franchement, heureusement que la télévision comme la vôtre nous montre ce qui se passe dans le monde entier. Si la même chose se passait dans un autre pays, le président de la République aurait été le matin même à cet hôpital. Et j'aimerais juste vous rappeler que depuis que la crise a commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous n'avons pas vu le président de la République. De temps en temps, il nous fait grâce d'un discours le 31 décembre ou le 10 février. Mais celui même qui devrait être sur le terrain pour aller constater que sa déclaration de guerre tue des Camerounais au lieu de sauver des vies, n'a pas été sur le terrain, n'a pas été sur le champ de bataille, alors qu'il a un salaire en tant que patron des armées. Il est payé pour ça, c'est sa fonction. Nous payons des impôts pour qui commande l'armée, donc il devrait être au front, il devrait être là-bas. Et c'est lui qui... Et c'est lui qui... C'est lui... Le gouvernement s'y est rendu Écoutez, plusieurs fois, et le ministre de la République. Vous savez pourquoi Boko Haram a attaqué le Tchad une seule fois? Parce que quand ça s'est passé, quand Boko Haram a frappé Djamena, le président de la République du Tchad a mis le treillis et a dit aux Tchadiens, je suis le premier responsable, je suis celui-là même qui est en charge du commandement de l'armée, je vais au front. Et il est allé au front et Boko Haram a compris qu'on ne blaguait pas avec le Tchad. Au Cameroun, depuis que Boko Haram frappe, la seule fois que M. Biya est allé dans l'extrême nord, c'est pour aller demander les suffrages et pour distribuer du riz, du pain et des sardines dans cette région-là. Donc, je ne pense pas. Those followers of the President of the Republic think that he does not necessarily need to be on the ground. He delegates powers to the Prime Minister and others who have, however, failed according to you and the opposition up to now because the crisis has continued worsening over the years. So what do you think the presence of the President of the Republic in the Northwest or in the Southwest is going to change in the way government has been managing this crisis? It's a question of responsibility. He is paid for that. He receives a salary every month. In that package is included the fact that he is in charge of the armed forces. He is the Minister of Defense. He is the Supreme Commander of the Cameroonian Armed Forces. So we cannot be. He declares war against Boko Haram and goes on holidays. He declares war against people who legitimately, maybe not legally, but legitimately feel, and I bear with them, that they are marginalized. And he doesn't even address the issue. He doesn't even dare to go into the Southwest and the Northwest. He sits back in his office from time to time, and most of the time he's in his village, and he makes us believe that he can solve a problem using the army that he himself and you're doesn't... You're condemning military repression. But at the same time, the authorities are telling us, no, we are on the ground because we need to protect the population. We need to protect the territorial integrity of the country. Are you also calling for demilitarization of the two regions? Mr. Babila, your name rings to me that you come from Bali, a place I have had the privilege to live in for nearly 7 years being in school. And I doubt that in the last 1 or 2 years you've been there. And even if you've been there, you've been dashing in and dashing out. You cannot sleep freely in Bali today. So the role of the government is to give us... Mr. Biya to withdraw the role of the government, don't give me words, give me any other thing. The role of the government is to protect us. The role of the government is to put us in a situation of security and of safety. The role of the government is not to make us flee away. Today we have 600,000 internally displaced inside Cameroon. We have hundreds of thousands of refugees. That is not the role of government. If the government was facing a war
that someone else declared against that government, I could agree to it. But we have been hearing authorities, the government itself, the government spokesperson, the government Rene itself Sadi, declared, and of course the Minister of Territorial Administration, who have been emphasizing that the elements of the National Armed Forces who are on the ground in the northwest and southwest regions have been professional. They have been doing the job with all the professionalism and so on, and they are there to protect and not to kill the people. Let me get this very clear. You're trying to make me slide into something I haven't said. I have a lot of respect for all those who are working for the good of this country. Okay? I've never said the contrary. What I'm saying is that when you have two parties in conflict, when you have government forces fighting other forces, fighting secessionists, fighting separatists, fighting movements, in the middle you have the population. I stand for that population. And right now what I'm telling you is that that population doesn't seem to be secure. The proof of it is that most of that population had to flee from this area. The proof of it is that today in Dian Division, where I come from, in Meme Division, in Manio, Le BLM and so on, basically everybody has flown away. So there is something fundamentally wrong that needs to be repaired. Alors, il y a eu des conséquences économiques graves concernant la crise anglophone évoquée par le JICAM. Avez-vous le sentiment que le gouvernement prend en compte ces inquiétudes de la part du secteur privé concernant l'impact de cette crise anglophone sur l'économie nationale? Écoutez, M. Noufele, si on veut régler la violence dans le sud-ouest et le nord-ouest, on peut le faire en quelques jours. Il n'y a pas de volonté politique pour régler ce problème. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu une volonté militaire qui échoue depuis 3 ans et qu'on insiste dessus. Malheureusement, on a des gouvernants qui ne comprennent pas qu'il y a des populations, que les gens qui y vivent sont des Camerounais et ces gens ne veulent plus vivre sous le crépitement des balles, etc. Et donc, il y a 0 revenu fiscal de ces régions-là. Je vous fais une économie du fait de toutes les entreprises qui s'y trouvent, mais rien que le fait que le premier partenaire économique du Cameroun est le Nigeria, ça devrait quand même dire à Yaoundé qu'on a un problème. Rien que le fait de comprendre que la frontière la plus active du Cameroun, où il y a le plus d'échanges de marchandises, est celle des coques, et qu'elle est fermée depuis 2 ans, ça devrait quand même faire comprendre à ceux de Yaoundé qu'il y a un problème. Et ils devraient pouvoir avoir le courage de mettre leurs égos de côté et de dire « nous avons un problème, essayons de le gérer ». Et j'aimerais juste aller plus loin là-dessus, c'est qu'on me retorque toujours le fait qu'on ne veut pas donner raison, malgré le fait que peut-être ils l'ont, aux anglophones, parce que sinon les autres régions vont commencer. Mais excusez-moi, Monsieur Noufele, les autres régions ont vu aujourd'hui, malheureusement, malgré moi, que des gens peuvent utiliser des fusils de chasse et tenir tête pendant des années à une des armées qui se dit la mieux armée du monde. C'est pas le sentiment du gouvernement qui communique régulièrement sur les actions et les prouesses de l'armée camerounaise, mais j'aimerais qu'on s'appesantisse. Vous ne pouvez pas, une armée, je vous coupe tout de suite. On ne va pas une armée ne peut pas se vanter. Je ne veux pas dire ici que l'un ou l'autre remporte une bataille, ce que je décris. Et je m'insurge contre le fait qu'on utilise mes impôts pour tuer d'autres Camerounais, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et j'aimerais dire ici qu'aucune armée ne peut se vanter de tuer ses propres concitoyens. Et je vous dis juste qu'aujourd'hui, l'armée camerounaise essaye de communiquer, c'est une très bonne chose, essaye de nous montrer ce qu'elle sait faire, c'est une très bonne chose. Cette armée a des soldats, a des officiers vaillants, mais je dis, c'est le politique qui a échoué, parce que c'est le politique, le président de la République a appelé les groupes séparatistes à déposer les armes. Cet appel qui a été énoncé en 2018, avez-vous le sentiment qu'il résonne dans ces camps des groupes armés séparatistes? Il a estimé que ceux qui ne vont pas déposer des armes vont faire face à la rigueur de la loi et la détermination des forces de sécurité. Il les a qualifiés d'entrepreneurs de guerre.
qui ne suivront pas la voie qu'il a tracée, notamment cet appel à déposer des armes? Le président est dans une bulle, malheureusement pour tout le pays. Il a tiré notre pays dans plusieurs guerres. On était un pays de paix, de travail, de fraternité. Nous nous retrouvons dans une situation que nous n'avons pas souhaitée, nous n'avions pas espéré. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la situation que lui-même a créée et essaye de donner des injonctions à des gens sur qui il tire. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas être en guerre et donner des injonctions à ceux qui sont en face si vous n'avez pas le dessus militaire sur eux. Ça ne se passe pas comme ça. Mais maintenant, si vous voulez avoir une solution, si vous voulez déposer les armes, il faut déposer les armes des deux côtés. Il y a deux parties en conflit, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, monsieur Noufélé... Est-ce que vous pouvez mettre sur la même balance l'armée camerounaise et ces groupes armés séparatistes dans la région anglophone? Jamais. Ce que je mets sur la balance, c'est la population camerounaise. Ce que je suis en train de dire, monsieur Noufélé, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pourrions pas tenir cette émission à Kumba ou à Mamfé. Impossible. Et tant que cela n'est pas possible, monsieur Biya a échoué. Le président de la République, dans la recherche de solutions, a mis en place cette commission nationale DDR. De votre point de vue, est-ce que c'est une institution, une structure qui peut apporter une solution à cette crise anglophone? Écoutez, c'est encore une chose qu'il a copiée de mon programme politique lors de l'élection d'octobre 2018, puisque j'étais le seul qui le proposait, mais seulement il n'a pas lu tout le programme, sinon il aurait compris qu'il se trompe complètement d'objectif, parce que quand vous faites une commission DDR, c'est que vous êtes dans une situation de paix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous, faire partie du problème et demander aux autres de venir se désarmer vers vous. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire, si vous créez une commission DDR, une commission de désarmement, comme ça se passe dans le monde entier, vous trouvez une tierce partie, vous trouvez quelqu'un de neutre qui fait ce travail, qui désarme. Vous ne pouvez pas être en position et clamer que vous êtes en position de force et demander aux autres de venir vous donner des armes, alors que je sais pas moi, à 8 heures du matin, vous tirez sur eux, à midi, vous demandez qu'ils viennent vous donner des armes. Ça n'existe nulle part, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas utiliser une partie du conflit pour résoudre le conflit. Vous êtes dans une situation où vous devez prendre une partie neutre. Une partie neutre, et ça existe. Honorable, are you saying that that commission is bound to fail? It's not bound to fail, it has been created to fail, because you cannot... in a conflict. It's again, he didn't read my political program. He took it out of it, but he didn't read the entire thing. Okay? You cannot put in place a DDR that is manned by one part of a conflict. When two parties are in conflict, you take a third party that does the DDR work. And the DDR can only start once the conflict has de-escalated. You cannot, in the middle of a conflict, ask people to deposit their arms while you are shooting on them. You need to show them that you are no longer shooting, that you have gone 2 steps backward, and that right now we are giving you 30 days to drop your arms, otherwise we'll come back and take the positions we had. That's not the case. So that DDR is just an imagination, it's just some type of utopia that they're trying to impose on Cameroonians. Pour rester dans le chapitre des solutions, il y a eu des mouvements qui sont intervenus au sein du gouvernement avec un réaménagement qui a donné lieu à la désignation d'un nouveau Premier ministre originaire de la région du Sud-Ouest. Certains estiment que ce mouvement peut permettre de donner une nouvelle impulsion dans la perception de la lutte contre cette insécurité dans la région du Nord et du Sud-Ouest. Est-ce que c'est votre avis? Écoutez, je ne pense... Est-ce que vous croyez à une touche bien goûtée dans la résolution de cette crise anglophone? Premièrement, vous savez très bien, Duval, comme moi, que... aujourd'hui, au Cameroun, les pouvoirs d'un Premier ministre sont relativement limités. C'est d'ailleurs le drame que nous vivons au quotidien, de social, économique et autres. Mais fondamentalement, je ne pense pas aujourd'hui que le problème qui se pose dans le nord et sur le sud, et d'ailleurs à l'est, dans la Damawa et dans l'extrême nord, et bientôt dans tout le Cameroun, que ce problème est du fait de l'ancien Premier ministre. Non. Et je ne pense pas que l'ancien Premier ministre n'avait pas les capacités de pouvoir apporter des solutions à ce qui se passait. Non, je ne pense pas. Je pense fondamentalement que c'est un problème institutionnel et c'est pas un problème d'homme. Maintenant, vous pensez qu'on a peut-être changé le Premier ministre pour résoudre ce problème. Je suis désolé, c'est pas le Premier ministre
qui a déclaré la guerre contre les sécessionnistes anglophones? C'est M. Biya. Donc si vous voulez changer le problème, c'est bien lui qu'il faut changer, c'est pas le Premier ministre qu'il faut changer. Voilà le drame, voilà le fait, voilà ce qu'il faut retenir. M. Biya est celui qui, tout seul, sans consulter son gouvernement, son conseil de cabinet, sans rien, a décidé de déclarer la guerre. Vous le faites sur la base d'une analyse à partir des faits? Je le fais sur les faits. Ou bien sur la base, parce que, étant originaire également du Sud-Ouest... Sur les faits du Val, je suis tout d'abord camerounais, avant toute chose. Et je dis, et je répète, qu'on ne tue pas une idée. Il y a des gens qui sont venus avec une idée. Laissez-les manifester. Laissez-les poser leurs arguments sur la table. Discutons. Si on avait laissé les enfants du Sud-Ouest et du Nord-Ouest discuter de la sécession ou pas, vous croyez qu'on serait là où on est aujourd'hui? Quand les Blancs colonisaient ce pays, dirigeaient ce pays, malheureusement, période douloureuse pour nous. Même eux, qui ne nous ont jamais aimés, ne nous ont pas tués par rapport à cela. Bien sûr, il y a eu la guerre contre l'UPC, etc. Mais quand dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, il y a eu le débat, on leur a demandé de voter pour choisir, même comme ce vote-là a été changé par la suite, et il y a un contentieux historique auquel j'adhère entièrement, parce que le vote n'était pas ce qu'il aurait dû être. Mais même là, on n'a pas tué des gens. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on doit exterminer une population pratiquement, tout simplement parce que certains dans cette population ont eu l'idée. Honorable, you're talking about discussion or discussing, coming to a table. I presume you're talking about dialogue there. And this is something that has been much talked about. Even the President of the Republic has talked about in some few instances in some of his speeches and so on. But it's not working. Where is the problem? He is the problem. He has the responsibility. He has the responsibility to govern this country. He has the responsibility to keep this country in a state of peace. He has the responsibility, and he has the sole responsibility to secure us. Ça peut paraître incompréhensible, puisque celui que vous présentez comme étant le principal responsable de cette décrépitude de la situation vient d'être réélu comme président de la République à 71%. Mais écoutez, je vous rappelle que Ben Ali a été réélu à 84% quelques 6 mois avant son départ. On se connaît la suite. Moubarak en Égypte avait eu 90% quelques 7 mois avant son départ. On connaît la suite. Et je peux continuer cette liste, elle est interminable. Le fait qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en fin de règne. Et le seul legs que M. Biya peut nous laisser, c'est celui d'avoir un pays qui se reconnaît en lui-même. Et pour cela, il doit avoir la hauteur nécessaire de comprendre que la solution militaire ne marche pas. Alors, et donc, il faut revenir. On ne peut pas régler un problème politique avec les armes. C'est impossible, ça n'a jamais marché. Demandez à tous les militaires, une des premières leçons qu'on apprend, que ce soit à l'EMIA, que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit ailleurs, c'est que tous les conflits armés se terminent autour d'une table. Tous les conflits armés. Et l'intelligence de l'humanité, c'est de terminer ce conflit très tôt. D'ailleurs, quand on est très intelligent, on ne va même pas vers le conflit. Honorable Joshua Osih, your party, the Social Democratic Front, thinks that the best solution to this crisis is federalism. And this is an idea that your party first put forth, I think that was in 1997 or so, and till today. It seems to be hanging in the air. How can federalism solve this problem? Well, first of all, it dates from the 26th of May 1990, not 97. Secondly, I want to make you understand that self-government or power to the people is the fundamental essence of the Social Democratic Front to which I belong. And we fundamentally believe that if people do not control, do not self-determine their own future, nobody can do it better for them. And that's the problem we have in Cameroon today. People can talk about separation, people can talk about anything they want. Essentially what everybody is looking for, except Mr. Biya and his cronies in Yaoundé, is the right to control their own future, the right to control the future of themselves and their families. And you can look at various ways to dispense that, to put it in place, various forms of the state. But we believe that, first of all, Africa as a whole
should be one common block. And as much as we can put together, we should put together. So we believe in a federal form of the state of Cameroon, making sure that each and every entity, that is a detail. We will not hang on how many states, be them 20 states, 50 states, 10 states. It is not fixed. What doesn't change is the form, which is federal. What changes every day, what can change every year is the number of states. They can be 20 today, tomorrow they can be 2. But this seems to be whatever. a taboo, according to some state officials who have repeatedly said the form of the state is non-negotiable. Well, that is their problem. What do you have to say about that? The result of that position is that we have a civil war in Cameroon today. And if people had the right for self-determination, because that's fundamentally what people ask, self-determination. And we say that self-determination can be in the form of a federal arrangement. And that federal arrangement will allow each and everybody to decide on the fate of each and everyone's future. And not that somebody is sitting in Yaoundé decides on the fate of a good future here and a bad future there. That is the problem we're having today. And that is why fundamentally you go up, come down, go left, come right. You are obliged to come back to the position the SDF had Alors depuis on its inception in 1990, that Cameroon cannot bypass a federal arrangement. Sur le théâtre de la crise anglophone, il y a un discours de haine et d'appel à la violence qui se dessine depuis quelques années. Comment lutter contre ces fléaux qui commencent à se propager à travers la société camerounaise? Un discours de haine et d'extrémisme qui se dessine depuis quelques années. Écoutez, la violence n'attire que la violence. Donc quand vous réglez des problèmes politiques en mettant les gens en prison, quand vous réglez des problèmes politiques en tirant sur les populations, quand vous mettez que ces populations soient en armes ou pas, quand vous essayez de résoudre les problèmes politiques par la force, en face de vous, vous avez l'effet miroir. Donc nous ne sommes que la réflexion de notre propre stupidité en tant que nation. Donc il faut comprendre que nous ne pouvons pas croire que nous avons le monopole de la raison, le monopole, comment dirais-je, de l'orientation politique, des débats que nous... Non, aujourd'hui, nous disons qu'il faut mettre fin à la violence. Et une fois qu'on met fin à cette violence-là, que ce soit la violence d'État ou la violence des séparatistes, il faut mettre fin. Une fois que nous mettons fin à cette violence, nous pouvons commencer à nous parler de façon civilisée. Mais, Monsieur Noufélé, je ne peux pas être civilisé avec vous si, étant assis ici, je sais qu'on est en train de tirer sur ma maison et mes enfants dedans. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc on ne peut pas s'attendre d'avoir toute violence est violente. C'est-à-dire on ne peut pas s'attendre que les gens soient civilisés, que les gens soient... qu'il y ait une certaine citoyenneté dans la cité pour ne pas... voilà, redondant. Et de l'autre côté, les gens violent le code même de notre vivre ensemble en détournant des milliards, dans une corruption qui dit pas son nom, en faisant en sorte qu'on est obligé de cacher son passeport camerounais quand on voyage, etc. Non. La violence engendre la violence. Et donc, il faut mettre fin à cette violence. Et cette violence, la façon d'y arriver, c'est que la classe politique dominante au Cameroun aujourd'hui, qui est au pouvoir, il faut le dire, doit cesser de régner sur les Camerounais, doit cesser d'imposer cette violence sur les Camerounais, la violence du chômage, la violence de l'absence des soins médicaux, la violence de la pauvreté, etc. Toute cette violence doit prendre fin. Leader politique tout à l'heure, vous faisiez allusion à quoi? Au leader du MRC qui est en ce moment en détention provisoire à la prison. Écoutez, aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 Camerounais qui sont dans les geôles camerounaises à cause de leurs idées, à cause de leur position, à cause du fait qu'ils ne sont pas d'accord soit avec la forme de l'État, soit avec l'unité de l'État, soit avec le processus démocratique, etc. Et ce sont des prisonniers politiques. Nous avons aujourd'hui plus de 2000 Camerounais qui sont en prison, ce qui me
blesse légèrement, c'est que on semble donner plus de crédit à un prisonnier politique qu'à un autre. Ils sont tous des prisonniers politiques et il faut les traiter en tant que tels. Mais il y a un cas retentissant quand même. C'est un ancien candidat à l'élection présidentielle. Il a été classé deuxième au dernier scrutin. Ils ont organisé des marches blanches, le MRC, avec comme revendication à la fois la contestation de la résolution de la crise anglophone, mais également le hold-up électoral et le scandale relatif à la CAN. Et ils ont été arrêtés, placés en détention provisoire. Cela a suscité une clameur sociale. Comment appréciez-vous la gestion de cette affaire concernant ce parti politique et son leader? Écoutez, fondamentalement et d'entrée de jeu, j'aimerais être clair là-dessus. Je suis fondamentalement démocrate et je suis même social-démocrate, c'est un peu plus que d'être démocrate. Et je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux, pardon. Je dis haut et fort que ce genre d'action, c'est-à-dire que le fait de croire qu'on peut régler les problèmes politiques en mettant les gens en prison, ne nous avance pas. Et je demande, et je l'ai dit, et d'ailleurs je me suis rapproché du leadership du MRC, et c'est en cours. Nous sommes, je l'espère, en train de mettre sur pied un comité pour la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. J'ose croire que d'ici quelques heures ou quelques jours, cela sera fait. C'est pour cela et à ce titre que j'étais présent dans les parages du tribunal militaire quand malheureusement tous ces gens étaient transférés à la prison centrale de Kondengui il y a quelques jours à Yaoundé. Et c'est pour cela que j'ai haut et fort à tout moment depuis leur incarcération au GSO, j'ai dit à la direction de ce parti encore en liberté, d'ailleurs heureusement qu'il y en a encore qui sont en liberté, qui peuvent compter sur mon soutien et celui du parti. C'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu? Celui du parti auquel j'appartiens, le SDF, est de ce côté-là. Tout comme nous sommes du côté de tous les anglophones qui sont en prison, tout comme nous avons été en son temps et défendu la Piro Dombanga quand il était en prison, nous pensons que au Cameroun, pour que la démocratie avance, personne ne devrait perdre sa liberté. Avant qu'on arrive au contenu de ce comité qui va être mis en place, il y a quand même des accusations graves qui sont formulées à l'encontre des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils sont accusés d'insurrection, d'appel à l'insurrection, d'hostilité contre la patrie. Et l'État du Cameroun, certains responsables politiques au pouvoir citent les cas perpétrés dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin pour expliquer la mise en détention provisoire des responsables du MRC soupçonnés d'être impliqués dans ces cas-là. Écoutez, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau pour nous qui sommes au SDF. Nous sommes passés par là, la plupart des cadres, moi y compris, avons séjourné dans les geôles de ce régime. Donc nous ne pensons pas que on doit se fier aux accusations portées contre ces personnalités-là. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que il est très important de comprendre que dans la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aussi aujourd'hui, situation de fin de règne, où les caisses sont vides, où le pays est en guerre civile, où nous avons un président, nous ne savons même plus si nous avons un président ou pas, parce qu'on ne le voit plus depuis trop longtemps, et quand on le voit apparaître, c'est pour des mondainités, etc. Où il n'y a rien qui avance, où nous sommes dans l'incapacité d'organiser un simple petit événement comme une Coupe d'Afrique des Nations, que d'autres petits pays qui sont plus petits que ma circonscription électorale, à Douala 1er et Douala 6e, ont pu organiser. Je pense que quand on est dans ce cas de figure, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il n'y a plus de rationnel. Donc il ne faut pas aller chercher dans le rationnel. Tout devient irrationnel. Tout, j'aime à le dire, je me le répète très souvent, j'ai l'impression qu'au Cameroun, il y a quelque chose que 24 millions de Camerounais ont compris que moi je n'ai pas encore compris. Parce que sinon je ne pourrais pas expliquer tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais fondamentalement, il faut comprendre que quand on est dans un pays
comme le nôtre en fin de règne, où tout devient irrationnel, il faut aussi réfléchir en se disant qu'en face, il y a des gens qui sont fonctionnellement, qui sont totalement irrationnels. Et donc il faut s'attendre à ce genre de réaction. Donc c'est une réaction qui ne me surprend pas du tout. La question que les gens devraient se poser justement, c'est comment on fait et comment on s'organise. Je pose la question parce que vous avez... On s'organise, Monsieur Duval. Monsieur Duval, on s'organise en allant s'inscrire sur les listes électorales. Permettez que je pose la question. Bien sûr. On vous a parlé tout à l'heure de la crise anglophone avec tout ce qu'il y a comme difficulté et tout ça. On sait qu'à côté de cela, on vient de parler encore des foyers d'insécurité qui naissent dans la Damawa. On a parlé des pas, ils sont... Oui, bon, enfin, une résurgence dans cette zone-là. Des preneurs d'otages en dizaines de têtes de bétail ou encore des millions de francs CFA. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'extrême nord avec Boko Haram. Et puis, récemment encore, il y a comme une sorte de montée extraordinairement compliquée du tribalisme avec mise en sellette récemment avec la sortie très controversée du ministre délégué à la justice, par ailleurs président national du PADEC. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un politique de votre envergure? On se contente de faire des propositions, de faire des critiques, ou on regarde couler le navire comme une sorte de Titanic? Écoute, je pense que si je voulais laisser couler le navire, j'aurais pas passé tout ce temps après l'élection d'octobre sur place sans prendre des vacances, en étant au four au moulin pour essayer de voir comment on peut résoudre les problèmes de ce pays. J'aimerais juste, quand on parle de tribalisme, dire une chose, que les gens semble vouloir faire passer par perte et profit. Le problème fondamental des anglophones au Cameroun, c'est que une grande partie du gouvernement et une bonne partie du reste du Cameroun considèrent l'anglophone comme étant une tribu. Et c'est ça le problème, et c'est ça le drame. C'est de là que vient la marginalisation. Il n'a jamais été question de marginaliser une entité linguistique. Sinon, d'où vient-il que la majorité des enfants aujourd'hui qui vont à l'école primaire dans les écoles privées, à Douala et Yaoundé, vont dans des écoles anglo-saxonnes? Donc, quand on parle anglophone au Cameroun, c'est comme si on parlait bassa. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, très souvent, c'est des lapsus révélateurs de nos gouvernants comme de nos animateurs, comme des journalistes que vous êtes. On parle de Bamileke, nordiste, comme si c'était une tribu, alors qu'il n'y a rien d'homogène au nord. On dit Bamileke, nordiste, Béti ou anglo. Mais c'est quand vous le faites que vous commencez le problème, ce n'est pas après. Donc aujourd'hui, vous découvrez le problème que vous-même vous avez mis sur la table. Le problème que nous avons dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un problème de tribalisme. Seulement on s'est trompé de tribu. Il n'existe pas de tribu anglophone. Voilà le drame. Donc aujourd'hui, nous rendons compte que ce qui arrive aux autres commence à nous arriver et on est surpris. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et pour résoudre ce problème, c'est très simple. What should be done? What should be done Pour résoudre ce these problème, problems that are hitting Cameroon from north to south, east to west? Let me just finish. Pour résoudre le problème, quand il y a une crise d'identité, quand les gens se reconnaissent eux-mêmes d'une certaine identité, mais il faut les contenir dans cette identité-là. Et la solution, c'est le fédéralisme. C'est de dire que chacun peut avoir son territoire, peut avoir le bien-être dans son territoire, a le droit de vivre chez l'autre, a le droit d'éclore chez l'autre, a le droit de progresser chez l'autre, mais que fondamentalement, parce que nous avons échoué de construire une nation, parce qu'elle ne se construit pas par décret, qu'on le veuille ou pas. Quand vous mettez un préfet à Bafang, ce préfet gère tout le budget ou presque de l'investissement public dans le Honkam. Mais ce préfet ne va pas dans les réunions de développement des ressortissants du Honkam. Il va dans les réunions de développement à Bafang de ceux de son village. Donc sa tête, son développement, c'est chez lui, ce n'est pas là. Donc la solution, c'est que les populations du Honkam puissent voter quelqu'un qui gère leur propre développement. Que les populations d'Indiane puissent élire quelqu'un
qui va gérer son propre développement, etc., etc. La forme, la forme absolue de comment est-ce qu'on veut ce fédéralisme est ouvert à débat. Mais fondamentalement, il faut que le pouvoir revienne au peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et on pourrait donc être tenté de conclure que comme il y a un problème anglophone, il y aurait par déduction un problème bamileke, un problème des peuples du Nord, ainsi de suite. Il y a un problème camerounais. Il n'y a pas de problème anglophone. C'est pour ça que je suis parmi les premiers hommes politiques qui parlaient de crise dite anglophone. Il n'y a pas de problème anglophone. Les anglophones ne sont pas un problème dans ce pays. Le problème, c'est M. Biya. Donc le problème, il est camerounais. Nous n'arrivons pas à nous donner le leadership que nous méritons et qui n'arrive pas à gérer les problèmes qui sont les nôtres. Quand on élit un président, c'est pour régler nos problèmes. Ce n'est pas pour acheter des mébars. Honorable, there's a government minister who said what he just said now some years back. I'm talking about the Minister of Territorial Administration at Tanganji Paul. He said there's no Anglophone problem, and he was highly criticized. No, we're not saying the same for thing. saying this. That's why I wanted to clarify what you're saying. Thank you for asking me to clarify. I'm saying that that we have a Cameroonian problem. Anglophones are not a problem. Anglophones are not causing problems. So when you say there is an Anglophone problem, it's as if having an Anglophone neighbor or an Anglophone in front of you, there is nothing like an Anglophone problem. There is a problem of marginalization of a cultural minority in this country that joined a union to be one and the same. That is the problem we have. So it's a Cameroonian problem. As long as we do not solve that problem, it's not a problem of Buea, it's not a problem of Bamenda, it's a problem in Yaoundé, and it's a problem of everybody from Kuseri right to Yokaduma. We have a problem in our country. We have to have the courage to solve. And that doesn't mean that we will solve it necessarily by partitioning this country. It doesn't mean that we'll solve it necessarily by decree. We will only solve it when each and every Cameroonian will recognize himself in the construction of our country. And the only way that can happen, whether we like it or not, alors, avec la permission de Cédric, by giving back power to the people, and that's called federalism. Avec la permission de Cédric, pour revenir sur la question sur laquelle je voulais vous lancer tout à l'heure, sur le comité que vous entendez mettre en place par rapport à la libération de tous les prisonniers politiques qu'il y a au Cameroun. Ça va être quoi le contenu? Je pose la question parce que vous savez que le déploiement en tant qu'homme politique au Cameroun est extrêmement compliqué. La question des manifestations publiques, de liberté publique, c'est véritablement comme une sorte de... Écoutez, ce comité a été, comment dirais-je, c'est une idée qui vient de quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Il s'appelle Benjamin Zébazé, pour ne pas le dire, c'est un de vos confrères. Et j'ai trouvé son idée géniale. Et on a travaillé dessus. Et avec le deuxième vice-président national du MRC, on a avancé sur le projet. Il s'agit de mettre sur pied un comité de libération pour tous les prisonniers politiques au Cameroun. Tout simplement parce qu'on est en train de constater qu'on est en train d'aller vers une situation où le plus clair de notre temps sera dévolu au fait de libérer des prisonniers de conscience. Je vous ai dit tantôt que nous estimons à peu près à 1800 le nombre de prisonniers de conscience au Cameroun, plus les 200 ou les 100 et quelques du MRC. Ça fait en sorte qu'on est aujourd'hui à près de 2000 personnes qui sont en prison. Autrement dit, vous êtes encore au niveau de l'esquisse? Pardon? Autrement dit, vous êtes encore au niveau de l'esquisse? Écoutez, malheureusement, c'est un projet porté par le SDF et le MRC. Malheureusement, le MRC, comme vous le savez très bien, était occupé à autre chose ces derniers jours et il faut le reconnaître qu'il ne pouvait pas trouver le temps nécessaire de revenir à la charge avec ce projet. Deuxièmement, on ne peut pas obliger un partenaire tel que le MRC de le faire. Vous avez le sentiment qu'il y a des hésitations
MRC a fait partie de je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils passent le plus clair de leur temps à régler des urgences. Vous l'avez vu, ils ont plus de 100 et quelques militants en prison. Nous avons été dans ce cas il y a 2 ans. Vous avez vous-même vu comment, en tant que groupe parlementaire, on est allé à la prison apporter des matelas, de la nourriture et tout ça. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons des cotisations pour tous ces gens qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest qui sont incarcérés juste à cause de leur opinion. Et donc, je suis confiant qu'on va avancer. J'aimerais juste dire que nous sommes tombés d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que ça sera le leadership sera remis à la société civile. Nous avons déjà identifié ceux de la société civile qui pourront porter ce projet, et le SIF et le MRC seront derrière comme le fuel de ce projet-là, pour faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que quand vous parlez des anglophones en prison, quand vous parlez des militants en prison, quand vous parlez des militants du MRC en prison, etc., il y a trop de portes à cogner. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une seule plateforme. Sur quel levier allez-vous agir? Sur le levier du droit, sur le terrain essentiellement politique, ou bien en faisant du lobbying à l'international? Déjà, il y a le lobbying à l'international, parce que dès qu'on mettra ça en place, dès que ça sera acté, on aura une plateforme sur laquelle on aura le droit de parler de façon officielle de tous ceux qui sont en prison, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui malgré toutes les questions de M. Noufélé. Et ensuite, il faut savoir que les milliers de Camerounais qui sont en prison aujourd'hui, de façon individuelle les uns et les autres, j'ai une grande partie de ma famille une partie de ma famille qui est enfermée de façon injuste, parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Aujourd'hui, je m'occupe d'eux, mais je me rends bien compte qu'en m'occupant d'eux en prison, tout simplement parce qu'ils étaient dans le mauvais département du Cameroun au mauvais moment, il y a beaucoup d'autres détenus qui souffrent de la même façon. Donc, il faut apporter une assistance juridique, une assistance financière, une assistance matérielle, et il faut avoir une voix qui donne une voix pour défendre tous ces gens. Et il faut sortir de ce cocon dans lequel nous sommes, où on essaye d'extirper une personne d'un problème global, parce que demain, ça peut être vous, Duval, ça peut être vous, ça peut être moi. Donc, il faut avoir une plateforme. You want to free people who are having heavy charges leveled against them. Terrorism, hostility against the fatherland, some which could lead to death penalties and so on. How feasible is such a project in our present context? First of all, let me have this clear. I didn't say I want to free people who have a death penalty. What I'm saying is that the Social Democratic Front, the creation, the spirit, the DNA of the Social Democratic Front makes it such that we have to fight against each and every injustice, wherever it comes from. And we feel it is profoundly unjust today for people to be locked up by virtue of their opinion. And that's why we have Anglophone leaders in prison who have to be liberated. We have innocent Anglophone citizens who are in prison, the vast majority who were picked up either in school or elsewhere, their job sites, in the market, just coming out of the house, or even in some cases they were just going to have a bath in a stream and were picked up and are all locked up. And what I'm saying is that all of this is, how feasible is this project regarding the Cameroonian context I do not invest my energy, time, and everything I have because something is necessarily feasible. I am saying that I am ready to die to make sure that my children do not go to prison by virtue of their opinion. And all those who are locked up today by virtue of their opinion have to be liberated, and we have to fight for that to happen. That is what I'm saying. What are some of the strategies you're putting in place to downplay some of the obstacles that you have on your way? Certainly there will be numerous. Mr. Babila, one thing that is unfortunately common in Cameroon is that journalists ask politicians to talk about their strategy, and I think that's a question that is not welcome. Alors, messieurs, strategy should be known. A strategy should be known. D'abord à prendre une pause pour pouvoir poursuivre cette émission La Vérité en face avec pour inviter l'honorable député Joshua Ossi. Nous parlerons d'économie, de politique, mais aussi on fera le bilan de la campagne présidentielle et son regard sur ses propres performances durant cette élection présidentielle. C'est dans une poussière de secondes.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez La Vérité en face, avec pour invité l'honorable député Joshua aussi. Le SDF et le MRC ont également organisé des manifestations pour dénoncer l'impunité autour des personnalités soupçonnées d'être impliquées dans le scandale d'État lié au retrait de la CAN 2019 initialement prévu au Cameroun, avec ces milliards qui sont détournés, surfacturés selon le SDF. Mais le président de la République, lorsqu'il a évoqué la question, il s'est appesanti sur un glissement de date, ni plus ni moins. Pourquoi avoir, malgré cette position du chef de l'État, continué à dénoncer cela à travers les manifestations que vous avez organisées? Déjà, je ne peux pas parler au nom du MRC. Le SDF littoral, avec son président régional, l'honorable Jean-Michel Nitua, a décidé de faire des manifestations publiques. Nous sommes qu'au début, il y en a beaucoup d'autres qui sont prévues dans les jours à venir. Et en tant que militant du littoral, il fallait que je sois présent, donc c'est à ce titre-là que j'y étais. Et cette manifestation, bien qu'elle a été brève, a été de tout succès parce que on voulait alerter l'opinion sur le fait qu'encore une fois, le peuple camerounais subit une injustice criarde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui déjà qu'on veut organiser une CAN à ce prix, c'était pas le choix du peuple camerounais, mais qu'en plus, après avoir payé ce prix, nous n'avons pas de CAN. C'est encore plus injuste. Donc il fallait descendre dans la rue pour réclamer les comptes, des comptes, et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que les Camerounais nous ont compris. Mais de quel compte souhaitiez-vous avoir des explications sur quel fait précis, puisque lorsque le gouvernement s'est réuni, il a juste évoqué quelques retards dans des chantiers et le chef de l'État a insisté sur un glissement de date, rassurant les Camerounais que tout est mis en œuvre pour accélérer les travaux et que les chantiers soient achevés à date. Écoutez, c'est moi que vous interviewez, c'est pas le chef de l'État. Donc moi je vous dis ce que moi je vis, ce que je vois, ce que lui dit, c'est sa vie à lui. Ce que nous réalisons, c'est que la CAN n'a pas lieu au Cameroun, comme elle aurait dû avoir lieu. Ce que nous voyons, c'est que les chantiers ne sont pas finis. Et ce que nous vivons, c'est que le premier élément, c'est-à-dire que la première clause sur le cahier de charge de notre pays pour organiser la CAN n'a pas été respectée, c'est celui de la sécurité. Donc vous ne pouvez pas d'un côté dépenser des milliards pour accueillir une CAN et de l'autre côté envoyer vos militaires dans une guerre sans fin pour créer une insécurité qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir cette CAN. Donc c'est cette incohérence que nous dénonçons. Le problème du Cameroun, ce n'est pas l'infrastructure en tant que telle, bien que c'est quand même scandaleux ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que ce scandale se passe pendant qu'on entretient une guerre. Et pourquoi est-ce qu'on entretient cette guerre? Pourquoi est-ce qu'on tue, Monsieur Noufélé, vos frères, vos sœurs, dans le sud-ouest, le nord-ouest, dans l'Adamawa, à l'est, dans l'extrême nord? Pourquoi est-ce qu'on les tue tous les jours? C'est parce qu'il y a des gens qui sont assis à Yaoundé, qui savent très bien qu'ils ont bouffé l'argent de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui savent très bien que tant que la guerre continue, il ne pourra pas avoir de Coupe d'Afrique des Nations et donc ils ne devront pas rendre compte. C'est aussi simple que ça. Le problème de la CAF au Cameroun, c'est l'insécurité. Il n'y a pas d'autre problème. Alors, il y a une CAN qui est programmée en 2021 au Cameroun. C'est quand même une victoire pour le président de la République qui a obtenu cette édition après celle manquée de 2019. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de la Confédération africaine de football parce qu'il n'y a pas eu de comité exécutif qui est tenu depuis le dernier comité exécutif. Il n'y a aucune décision officielle pour la tenue de cette CAN en 2021. Il y a une entente du président, apparemment d'après les médias, du président Ouattara, qui a été saluée par le président Biya. Je vous rappelle juste qu'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est organisé par des fédérations et non des pays. C'est un détail, mais j'en passe. Mais j'aimerais dire que le monde, sur la forme, voilà. Maintenant, sur le fond, le problème du Cameroun, c'est le problème de l'insécurité. Est-ce que M. Biya est prêt
à avaler son ego personnel pour essayer de résoudre les problèmes d'insécurité criards que nous trouvons partout sur le territoire national et qui est passé à une guerre civile dans le nord-ouest et sud-ouest? Je ne crois pas. Est-ce que le gouvernement camerounais est en train de tout faire pour mettre fin à cette guerre qu'elle entretient elle-même et c'est le gouvernement qui déclare la guerre, hein, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que ce gouvernement est en train de tout faire pour que la guerre s'arrête? Je ne le pense pas. Donc, du moment où cette guerre continue, M. Noufele, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations. Et ça arrange tous ceux qui ont détourné l'argent de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, parce que voilà le véritable problème. Il y a une loi de finances 2019 qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat et promulguée avec des prévisions, des perspectives économiques sur la base de la rentabilité de la CAN 2019. Et finalement, la CAN ne sera pas organisée cette année 2019 au Cameroun. Quel impact sur le budget 2019 de l'État du Cameroun qui misait sur les rentrées dans les hôtels, dans le secteur touristique, dans la restauration, afin de renflouer ses recettes propres? Je crois que les dividendes les plus visibles et les plus importants d'une compétition comme la CAN, c'est pas nécessairement les rentrées dans les hôtels et tout le reste. Certes, il y a un peu plus de rentrées, mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le bonheur national. C'est le fait que les gens sont en fête pendant un mois. Et vous ne pouvez pas prendre des gens qui se tirent dessus pour subitement faire la fête. Et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça. C'est une fête. C'est une communion. C'est un mariage. C'est une fête du football. Et les gens oublient tous les autres problèmes pour que pendant un moment donné, qu'on vit ce football pleinement. On le fait de temps à autre quand le Cameroun est qualifié à une grande compétition, mais on le fait le temps de cette compétition-là. Ce qui arrive quand vous organisez, c'est que vous recevez le monde entier. Et le monde entier vous regarde et regarde comment vous savez faire la fête. Et malheureusement, quand vous êtes en crise, quand il y a l'insécurité partout, quand il faut aller à Kumba en char, quand on tire sur le gouverneur, quand on brûle des hôpitaux, vous ne pouvez pas faire la fête. Donc arrêtez de nous faire croire qu'on est en capacité d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Je suis désolé de le dire parce que je suis le premier qui veut cette CAN. Mais arrêtons de croire qu'on peut faire l'économie de l'insécurité qu'on vit dans ce pays et l'espace de 3 semaines faire la fête. C'est impossible, ça ne se fera pas. Donc il faut, pour qu'on ait cette CAN, pour qu'on ait toutes ces dividendes, il faut qu'on fasse la paix. Et je veux dire, le budget 2019 avait bien plus que les prévisions de la CAN. Le budget 2019 avait des prévisions économiques par rapport à l'activité de tout un pays. Aujourd'hui, sur tout un pays, il n'y a que 6 régions qui arrivent tant bien que mal à vivre, dont le pays est paralysé. Et donc le budget aujourd'hui, tel qu'on l'a présenté en novembre, n'est plus réalisable, qu'on le veuille ou non. CAN ou sans CAN. Ce qui se passe aujourd'hui, la plus grande entreprise du Cameroun, la CDC, ne fonctionne plus. Une des plus grosses entreprises agroalimentaires, la Pamol, ne fonctionne plus. 2 des régions très dynamiques. Vous savez, 54% du cacao camerounais est produit entre le Ndian, Mémé et la Manioc. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le sud-ouest. Ça veut dire que la moitié de la production du cacao camerounais est bloquée. On a vu des images où les camions essayent de braver les sécessionnistes qui les brûlent à Moyoka, etc. Donc voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Donc ne faites pas croire aux Camerounais qu'il y a un manque à gagner exceptionnel à cause de l'absence de la CAN. La CAN n'est pas au Cameroun parce qu'il y a insécurité. Le budget du Cameroun est irréalisable aujourd'hui parce qu'il y a insécurité. Et le problème du Cameroun, c'est qu'on est en guerre civile. Et le problème de tous les Camerounais que nous sommes, c'est que c'est M. Biya qui a déclaré cette guerre. Et il a donc la responsabilité de l'arrêter. Babila Jonathan? Honorable, from what you're saying, we can understand, or it could be understood that, first of all, concerning the 2019 AFCON, Cameroon got into a journey. When I'm talking about Cameroon, I'm talking about authorities, got into a journey knowing fully well that they will not get to the right destination with regards to the context. And right now, with regards to the 2019 AFCON, the same scenario could repeat itself.
So what's the question? Are you saying that the 2019 AFCON is going to fail? With the Well, present situation, with the present context? The 2019 AFCON has already failed. It's no longer in Cameroon. The If failing is that it's not in Cameroon. The 2021. Well, first of all, I was trying to tell your colleague that the 2021 AFCON can only be in Cameroon after a decision of the Executive Committee of CAF. So it is not what happened in Abidjan that takes it to Cameroon. It's an executive decision that will take it to Cameroon. That's not yet the case. I'm hoping it will be. I'm praying it will be, but it's not yet the case. Now, secondly, what is happening? Why did AFCON not come to Cameroon? For one simple reason. Cameroon cannot guarantee. Cameroon is a state in civil war. You cannot be having a civil war and at the same time organize an AFCON. That's unacceptable. It's uncalled for. It has never been done somewhere else. So you need to seize your civil war first before you start putting in place a big party. What is an AFCON? The benefits of the AFCON, the number one benefit of an AFCON is that you are organizing a big party in your country, and people are happy. People are smiling. People are going, everybody talks football, etc., etc. And that cannot happen while in your backyard they are killing people. So the reason why the AFCON is not coming to Cameroon is not because the infrastructure is not ready. Of course, that's a problem. But it's because we are in a state of civil war. You have never seen an AFCON organized in a country that is in civil war. There will be no AFCON. The same reason why the AFCON was removed from Libya is the same reason why it was removed from Cameroon, because the two countries are in a civil war. And so the point here that I'm trying to raise, I was raising to him, is that there is cause of concern, there is concern. And you can look into it, and I think that you can find some facts in it. That, let me just finish please, that the civil war entertained by the government in the northwest and the southwest, because they are the ones who declared war. They are the ones who declared war. So if that civil war is entertained up to today, it's most probably because those in power didn't want us to get right up to the AFCON, and because they had embezzled all what they had embezzled. So the easiest way not to be shamed, not to be asked to provide the stadia, not to be asked to provide the roads, the hospitals, etc., was to keep us in a state of civil war in such a way that the CAF would logically withdraw the organization from us. And that is what is exactly happening today. Are you saying that some persons are using the civil war for personal gains? Of course. There is an economy of war that is evident. It is evident all over the world. Each time there is a war, there are benefactors. There are people who make money out of it. You don't have to be afraid to say it. It is a fact. Tell me how else can people be comfortable killing their own citizens? Alors j'aimerais qu'on avance dans cette émission. Vous avez suivi le président de la République dans son adresse à la jeunesse. Il estime que malgré le contexte sécuritaire et social et même économique, il y a des perspectives de croissance qui peuvent tabler autour de 4,4% en 2019 et qui, selon lui, sont favorables et peuvent permettre la création de 500 000 emplois en 2019 pour les jeunes. Au regard du diagnostic que vous venez de poser concernant la situation économique du Cameroun, pensez-vous qu'une telle initiative de création de 500 000 emplois au Cameroun soit réalisable, soit concrète, soit perceptible? Écoutez, vous-même, quand vous me posez la question, vous avez la réponse. Vous-même, vous savez, M. Biana, j'en ai cherché du travail toute sa vie. Donc, il ne sait pas de quoi il parle, on peut dire ça comme ça. Vous savez, on a une économie tellement petite, tellement microscopique, je dirais même, que quand on prend de la dette, quand on a des grands chantiers qui sont impulsés, en fait, qui sont des investissements qui sont impulsés par la dette extérieure, ça affecte directement le PIB. Ce qui fait que quand vous avez 2-3 barrages, 2-3 routes, machin, vous avez 4% de croissance. Mais ces 4% de croissance, ce n'est pas une croissance réelle. C'est-à-dire que vous, Monsieur Noufélé, et les téléspectateurs qui nous regardent ne ressentent pas cette croissance. Qu'est-ce que c'est que 4% de croissance? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, le bailleur a au minimum la moyenne que les rencontre entre le secteur public et le secteur privé, est-ce que ces structures, pour vous, ont
ont pu démontrer leur efficacité sur le terrain. Monsieur Noufele, quand on sortira le gouvernement du secteur productif, on pourra en parler. Aujourd'hui, on a créé l'API. C'est une bonne initiative, somme toute. C'est parce qu'on voulait avoir quelques points sur le doing business de la Banque mondiale, sans autre. Aujourd'hui, on a créé l'API. On a mis un budget au sein de l'API. L'API a existé pendant certaines années. Personne n'est venu demander à l'API combien d'entreprises ont été créées, combien d'emplois ont été créés par le fait qu'ils sont là. Mais du jour au lendemain, on a constaté deux choses. Après quelques années, on a pris cette structure, on l'a greffée à la présidence de la République. Et au moment où on la greffe à la présidence de la République, on lui donne un budget à peu près 20 fois supérieur au budget qu'il avait avant. Alors qu'il n'y a pas de nouvelles prérogatives, alors qu'il n'y a pas plus à faire, alors qu'on n'a même pas encore demandé qu'est-ce qui avait été fait par le passé. Et je ne veux pas indexer l'API, ça se passe comme ça partout. Monsieur Noufele, pour créer de l'emploi, il faut pouvoir créer un environnement des affaires tel que les Camerounais, premièrement, et pas les étrangers, parce que c'est ça le problème de Yaoundé. Je n'ai jamais vu un homme d'affaires camerounais reçu par le président de la République en tête-à-tête. Je vois toujours des inconnus majoritairement blancs, qu'on n'a jamais vu, entendu parler. On vous dit que c'est le directeur de telle grosse entreprise. Quand vous allez sur Internet pour voir ce que c'est, vous voyez que le site web a été créé il y a 3 jours. Jamais je n'ai vu le président de la République prendre le temps de dire que commerçants du marché Mbopi, venez qu'on ait un petit déjeuner ensemble, un déjeuner, qu'on parle de vos problèmes au quotidien. Jamais. Et tant que ça ne se passe pas. Mais il y a le Cameroun Business Forum, la rencontre le Cameroun entre le gouvernement et le secteur privé pour discuter le Cameroun l'environnement des affaires. Le Cameroun Business Forum auquel je participe de temps à autre, c'est un forum pro forma. Donnez-moi une seule décision prise lors d'un CBF qui a été appliqué. Aucun. Okay? Aucun. Donc, et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tant que vous avez un gouvernement qui ne réalise pas, qu'un pays qui ne produit même pas les cure-dents, alors qu'on a toute la forêt du monde, ce pays a un problème et qu'il faut pousser les industriels à y aller. Tant qu'on a un gouvernement, qui, au lieu de réguler l'espace public, gère des hôtels, gère des restaurants, gère des boîtes de nuit, on a un problème. Il y a un plan directeur d'industrialisation qui a été mis en place et récemment le président de la République a procédé à un réaménagement gouvernemental avec du sang neuf, selon les propos du gouvernement, injecté dans l'appareil gouvernemental dans le souci d'accélérer la mise en œuvre de ces réformes structurelles et économiques. Comment appréciez-vous ces actes qui ont été posés jusqu'ici? Le problème, ce n'est pas les actes, les textes, les plans d'urgence, tout ça. On a tout un catalogue. On est passé par là. Les Camerounais sont lessivés. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas encore dit? On nous a dit qu'on mettait 105 milliards dans la jeunesse. On est toujours à chercher où le premier milliard est. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? J'étais plus jeune, peut-être pas vous, on nous disait qu'il y aura l'eau pour tous en l'an 2000, la santé pour tous en l'an 2000. C'est le même Paul Biya qui était là, hein, c'était pas un autre. C'était pas un autre. Et donc, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans les années 80, 90, 2000, il ne va pas réussir à le faire aujourd'hui. C'est lui le problème. Pour vous, il n'y a pas une amélioration quand même du quotidien des Camerounais entre l'an 2000, par exemple, et 2019 aujourd'hui? Écoutez, je pense que la situation s'est aggravée. Je pense que ce qu'on enfin d'ignorer, c'est que le monde avance, les gens progressent, tout autour de nous, les gens progressent. Les pays qui étaient des pays à la traîne autour de nous aujourd'hui deviennent pratiquement des exemples, et le Cameroun reste sur place. Et on se pose toujours la question, on essaye toujours d'accuser un plan, un ministre, ceci. Non, le problème c'est qu'on n'a pas le leadership qui reflète le dynamisme de la population camerounaise. Voilà le problème de fond. Pourtant, et aujourd'hui, si vous vous mettez au carrefour de Coty, vous voyez très bien où est le problème. Les 500 000 jeunes qu'on dit travailler ne travaillent pas. Aujourd'hui, si vous regardez les problèmes fondamentaux, moi j'ai dit, lors de la campagne, j'ai été très clair là-dessus, et c'est en première place dans mon programme, le chômage des jeunes, le sous-emploi des jeunes, l'absence d'opportunités des jeunes,
est un problème qui doit être considéré comme un problème de sécurité nationale. Parce que j'ai fait le tour du nord-ouest et du sud-ouest depuis le déclenchement de cette crise. J'ai été un peu partout, j'ai discuté avec des gens. Je suis un des seuls hommes politiques qui est allé au front de Boko Haram dans l'extrême nord, dans le Mayo-Sava, Logan Chari, etc. J'ai discuté avec ces insurgés. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pris les armes contre le Cameroun, qui a démissionné de son poste de travail pour y aller. La nature a horreur du vide. Tous ceux qui prennent les armes contre la République sont recrutés au chômage. Et donc, tant qu'on ne considère pas le chômage des jeunes comme une priorité des priorités, et je dis même aller plus loin, le considérer comme étant un problème de sécurité nationale, c'est qu'on se trompe de combat. Et aujourd'hui, le Cameroun a le potentiel économique d'absorber au moins 80% des jeunes qui sont sans emploi. Et quelle stratégie faudrait-il mettre en place pour en arriver à cette absorption et réduction de ce taux de chômage et de sous-emploi également? Alors, je veux dire en deux mots, là vous essayez de me faire déballer mon programme politique de l'élection d'octobre qui est derrière nous déjà, donc je ne veux pas revenir dessus, mais j'aimerais dire deux choses très simples. But implementing Vous some ne of the pouvez things pas, that you said in your vous program ne pouvez is pas essential. vous ne pouvez pas mettre sur pied les mêmes choses qui ont créé tous les problèmes et croire que demain ça va donner des solutions. Donc je dis la première des choses, c'est qu'il faut changer de leadership. Nous ne pouvons pas résorber le chômage des jeunes, l'absence d'emploi et d'opportunités des jeunes avec le même leadership qui a créé le problème. Et ce leadership qui a hérité qui a été plébiscité avec 71% de suffrages exprimés en sa faveur. Paul Biya, président de la République, réélu pour un 7e mandat à la tête du Cameroun. Et vous, Joshua aussi, vous êtes classé 4e sur le plan officiel. Et en regardant dans le rétroviseur, Joshua aussi, quelles sont de votre point de vue les raisons qui peuvent expliquer la déculottée du SDF au cours de l'élection présidentielle qui vient de s'achever? Écoutez, je pense que c'est la mauvaise approche. Moi, je suis fondamentalement démocrate. Et les Camerounais, ceux qui ont eu la chance de pouvoir aller voter, parce qu'une grande majorité d'entre nous n'avons pas eu cette chance-là, ceux qui ont eu la chance d'aller voter ont fait un choix. Et il faut aujourd'hui que nous assumons tous ensemble ce choix-là. Moi, j'ai tourné la page de cette élection et malheureusement, on a un leadership, les Camerounais ont choisi ce leadership-là. Pour moi, je n'aurais pas été candidat. Quand vous dites mauvaise approche, c'est mauvaise approche de la part des électeurs? Non, je dis l'approche d'essayer de voir ce qui a fait en sorte que les électeurs ont choisi A plutôt que B. Mais quand on s'interroge sur la campagne présidentielle que vous avez menée moi, je respecte... et également les performances que vous avez réalisées. Monsieur Noufélé, je sais pour qui vous avez voté et je le respecte. Et je ne viendrai pas ici vous dire que vous avez mal fait de voter pour telle personne. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que cette élection est derrière nous. Les Camerounais ont fait un choix. 71% d'après Elecam, de ceux qui ont eu la chance d'arriver jusqu'au bureau de vote, ont choisi M. Biya. Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où la majorité des électeurs, une grande minorité des Camerounais, mais je suis démocrate et c'est la majorité des électeurs, ont choisi M. Biya. Nous sommes dans une situation qui n'est pas confortable. Nous sommes dans une situation que je n'ai rencontré personne depuis quelques mois qui est content de la situation. La question c'est pourquoi. La question c'est pourquoi. Parce que vous dites que c'est derrière vous, c'est vrai, mais en même temps, il faut faire une évaluation pour pouvoir se projeter. C'est pour ça que je dis que la question était mal posée, parce que vous m'avez demandé pourquoi est-ce que les Camerounais ont voté autrement que ce que je voulais. La question c'est quelles sont les raisons qui expliquent la déculottée du SDF. Écoutez, moi j'ai proposé un changement de système. J'ai décidé, et je m'en félicite, et je félicite tous ceux qui m'ont accompagné, j'ai décidé de ne pas rentrer dans
pan du populisme, des extrêmes, j'ai décidé de parler, au lieu de parler de personnes, de parler de programmes politiques, de mettre un programme politique sur la table contre d'autres programmes politiques. Malheureusement, les autres programmes politiques ne sont jamais arrivés. Et je me suis toujours dit que je ne suis pas en politique pour moi-même, je suis en politique pour mon pays. Et je crois que cette élection a été une très grande leçon pour moi et pour tous ceux qui pensent comme moi. C'est justement ces leçons-là que nous voulons tirer ensemble. Honorable, C'est also, ça, Donc, permettez d'abord, Jonathan Babila, permettez d'abord qu'il réponde à Duval et ensuite vous allez poser votre question. Donc la grande leçon, c'est que on n'avait pas fait un travail assez profond de faire comprendre aux Camerounais que le pays leur appartient, que c'est notre pays. Ce n'est pas le pays de Paul Biya ou de Joshua aussi, c'est le pays des Camerounais. Et le positionnement qui a toujours été le mien en politique, c'est celui d'apporter un changement de système, d'apporter un changement systémique si vous préférez. Et malheureusement, le débat a, pour employer un terme à la mode, a glissé vers un remplacement de M. Biya ou pas. Je pense, à mon humble avis, que malheureusement, au vu des dérapages au cours de la campagne électorale, du fait qu'une partie du pays est restée dans la guerre civile, du fait que je suis issu de cette partie du pays en guerre civile, du fait que une grande partie de la base militante de mon parti est dans cette guerre civile, du fait que les cadres de mon mouvement, je l'ai personnellement demandé aux cadres de mon mouvement, après donc du SDF, après des événements que nous avons subis dans le nord-ouest et le sud-ouest, de se mettre à l'écart de cette campagne parce que je ne voulais pas, et jusqu'aujourd'hui je l'assume, il n'était pas question de tuer des gens. Est-ce que ce n'était pas une erreur stratégique aujourd'hui quand vous regardez? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, et je veux vous dire pourquoi, nous avons, il faut qu'on se le dise, nous sommes dans une situation d'insécurité totale. Nous sommes en fin de règne. Nous sommes pas loin de là où étaient la Tunisie et l'Égypte après les élections de ces deux dictatures dans ces pays-là. Et je suis assez confiant aujourd'hui que si on arrivait à une élection dans quelques mois présidentielle, on aurait un tout autre résultat. Donc moi, je suis de ceux qui, en politique, s'aiment pour le long terme. Je ne s'aime pas pour le court terme. Et j'ai l'avantage peut-être de l'âge, j'ai l'avantage aussi de l'expérience, parce que c'est pas souvent qu'on a... Résumons-nous. Le secrétaire général du SDF, le sénateur Tumelou, a indiqué en novembre dernier que le SDF au cours de cette élection a perdu environ 800 000 voix. C'est un chiffre qu'il a donné lorsqu'on faisait l'évaluation, entre autres. Vous, à votre niveau, je vais dire de façon personnelle, en regardant votre implication, en regardant la manière dont vous avez mené la campagne, en mettant en place, en voyant la stratégie que vous avez mise en place, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que, à un moment donné, il y a des choses que vous aurez dû faire qui n'ont pas été faites? Quand vous parlez, par exemple, de la mise à l'écart des cadres du SDF... Non. Quand j'ai dit, et il faut pas mal me comprendre, on était dans une situation où les gens étaient menacés, où on brûlait des maisons, où on avait averti à des cadres, quand je dis des cadres, des maires, des députés, etc., issus des régions du nord-ouest et du sud-ouest, avaient reçu des menaces, eux et leurs familles. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut absolument marcher sur du sang pour devenir président, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on change de pays. Et donc, je ne vais pas revenir sur 800 000 voix qu'on a perdues, parce que c'est pas vrai, mais je vais insister sur le fait que le SDF, qu'on le veuille ou non, a subi cette élection. On a eu un très mauvais résultat. J'ai assumé pleinement la responsabilité de ce résultat-là, mais je ne regrette aucun moment de cette élection-là. Je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, parce que nous avons réussi malgré tout, malgré la conjoncture, malgré
l'espace nauséabond dans lequel nous sommes allés à cette élection, nous avons réussi à poser des bases très solides sur lesquelles nous sommes aujourd'hui à même de penser. Comment vous percevez ça? Vous savez, ça... Puisque le sentiment qu'on a plutôt en regardant sur le terrain, c'est que c'est l'inverse. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de militants, des cadres du parti. Sur le terrain, c'est tout au contraire, c'est l'inverse que je vois. Ce n'est pas ce que vous pensez que je vois. Premièrement, je vais vous dire aujourd'hui, il y a une chose qui s'est passée après cette élection, c'est qu'on a réussi à se remettre en cause et essayer de faire une introspection profonde de là où nous sommes et où nous devons aller. Deuxièmement, nous avons compris, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, parce que beaucoup ne l'avaient pas compris, que ce n'est pas une position d'être leader de l'opposition. La position, c'est de gagner l'élection. Troisièmement, aujourd'hui, ça nous donne cette fibre, cet esprit, cette énergie pour aller vers des combats, comme on pourrait le dire, on a mieux reculé. Oui, ça veut dire qu'il faut faire une évaluation. Ça veut dire qu'il faut faire une évaluation. Et cette évaluation doit se faire de façon, je vais dire quoi, il faut se regarder droit dans les yeux et voir qui a fait quoi, qui aurait dû faire ci et qui aurait dû faire ça. Je pose la question, vous permettez que je pose la question. Oui, posez. On a écouté au lendemain de cette élection un certain nombre de cadres ou de responsables de partis. Je prends le cas du maire Kiwambo de Loum, qui a dit de façon claire, je ne vais pas revenir sur les déclarations des cadres du SDF à Berlin, parce que vous avez entendu la section de Berlin indiquer de façon formelle qu'il demandait que je sois aussi démission de son poste. S'il vous plaît. Alors, donc la question que je pose, c'est, quand tous ceux-là prennent la parole de cette façon, en indiquant que vous êtes le premier responsable et que vous devez rendre votre tablier, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, effectivement, qu'il y a un problème et qu'il va falloir, effectivement, discuter? Je complète la question. En novembre, il y a eu une réunion stratégique qui s'est tenue à Yaoundé, conduite par le sénateur Toumelou. Vous étiez à Yaoundé, vous n'avez pas participé à cette réunion. Beaucoup parlent de cette dissension au sein de cette formation politique qui remettent en question justement sa capacité à se remettre en question le lendemain de cette élection-là. Vous semblez plutôt dire... Je peux répondre? Oui. Parce que vous êtes en train... Non, je pose en train de Non, je pose la question. Oui. La question que je pose, c'est quels sont les signaux, quels sont les indicateurs de ce que le SDF demain se portera mieux? Écoutez, je vais vous dire, je vais aller un peu sans chronologie aucune, un peu taper dans le tas. Je vais déjà dire une chose, ok? Que vous le voyez ou pas, je suis dans le parti le patron du secrétaire général, ok? Donc le secrétaire général ne peut pas tenir une réunion où je suis présent et j'y vais pas. Ok, c'est aussi simple que cela. Deuxièmement, cette réunion, il y a eu plusieurs réunions qu'on a tenues en novembre. Il y a eu des réunions ad hoc, informelles, des réunions formelles, auxquelles j'ai toujours été présent, tant bien que mal, malgré d'autres appels et tout ça. Il n'y a jamais eu, à mon sens, en dehors de certains éclats de voix que la presse a voulu porter, je suis le premier vice-président du parti. Je suis le premier vice-président de tous les militants du parti. Je ne peux pas choisir mes militants. Donc, il est clair qu'il y en a certains qui, des fois, pensent qu'il faut utiliser une élection que eux-mêmes disent être mauvaise, eux-mêmes contestent l'élection, mais quand il s'agit d'utiliser le résultat contre quelqu'un, comme baromètre, on l'utilise. Donc, on ne peut pas le faire. Mais j'ai la responsabilité de ramener la famille à la raison. Et je crois que vous pouvez me féliciter que malgré les écarts de certains qui se disent membres qui ne le sont pas et de certains qui sont des membres très influents, comme le maire de Loum, que malgré tout ça, j'ai eu ce leadership nécessaire pour rassembler la famille, pour être là où nous sommes aujourd'hui. Si c'était une autre formation politique, s'il n'y avait pas le leadership de Nidjan Fundi dans notre parti, s'il n'y avait pas cette présence d'esprit pour rassembler, je pense qu'on serait allé en lambeaux, on serait allé à 1000 morceaux parce que c'est ce que les médias voulaient. Et je savais très bien quelle était ma responsabilité. Ma première responsabilité, c'était pas de répondre à tous ceux qui m'ont félicité. Les médias ne l'ont pas repris. Les médias n'ont que repris ceux qui ont demandé, un ou deux, qui ont subitement été connus des médias, qui n'étaient inconnus avant.
que nous avons mis en place d'ailleurs pour les élections et pas pour une autre raison, et qui ont pris des positions contraires au statut du parti, malheureusement. Mais quand on a dit qu'il fallait passer à des actions disciplinaires et tout ça, je suis le premier qui a dit non. Je prends en moi et je me suis présenté devant le comité exécutif national et j'ai dit que j'endosse la responsabilité de le résultat de cette élection. Mais ne venez pas jusque-là faire dire au SDF qu'on accepte le fait que les élections aient été transparentes et la justes. responsabilité, qu'est-ce que cela traduit concrètement? Cela veut dire d'autres cieux, notamment. cela veut dire que je ne vais pas venir me présenter devant vous et dire que j'accuse tel ou tel autre dans le parti pour le résultat qu'on a eu. Et je suis en position de leadership et je ne laisserai pas quelqu'un venir me dire que c'est quelqu'un d'autre qui a eu ce résultat-là. C'est moi qui l'ai eu. J'allais à une élection mal organisée. La conséquence pouvait être effectivement de rendre le tablier en tant que premier vice-président du SDF. Non, parce que c'était une élection. Écoutez, nous sommes pas en démocratie. Il faut arrêter de faire croire que nous sommes dans un système. Nous ne sommes pas en démocratie au Cameroun. Donc il faut arrêter de faire croire que nous sommes dans un système transparent. Si je prends acte des résultats d'une élection, cela ne veut pas dire que j'ai accepté la façon dont l'élection a été organisée. Loin de là. Loin de là. Je ne l'accepte pas, mais cela ne veut pas dire, excusez-moi, juste finir. Vous avez l'art de me couper. Just let me finish. I'll listen to you. Just give me, it's important that I reply. It's in line with the question you were answering in front go of the Constitutional Court. You said validating these results or the results that were presented by Elections Cameroon in the conditions in which they were validated was equal to legitimizing the partition of Cameroon. Exactly. And later you said you acknowledged those results. No, listen. You know, one thing you have to do as a journalist is to listen, and if you don't understand, you ask. Okay? The question is, you said validating this result in these conditions before the Constitutional Court is equal to partitioning the country. Mr. Babila, acknowledging the fact that the referee has blown the end of a match doesn't mean that you accept the fact that he gave a penalty that was not just. Okay, so don't borrow me words. So today, are you no longer accusing the Constitutional Council and of course the Cameroon government as a whole for partitioning the country? Excuse me, if part of a country doesn't participate in an election, and you go to the end of that election and you don't take cognizance of the fact that part of a country did not participate, and you don't invalidate that election because that part did not participate, and more so, that part of a country being a part of that country that came from another entity to join that country, then you are consolidating the fact that people have taken cognizance of the fact that Yaoundé no longer acknowledges the political relevance of the Northwest and the Southwest. That's what I said. And that's why I said that the elections that happened, the way they were brought in was tantamount of apartheid. The way that it was concluded is tantamount of apartheid. And what happened is the justification for secession. That is what I said. So, Mr. Vice President of the Social Democratic Front, after the poor results recorded by the party in the last presidential election and all the disappointments expressed by some militants with regards to the flag bearer, what is the state of the party today? Well, I think that, as I was saying in French, if a presidential election is to hold tomorrow morning, I think you have absolutely no doubt of who would win that election today. Okay, so I think the party I have as the first vice president of the party, and I'm grateful to have to enjoy the leadership of Nijon Fundi, the national chairman. The first responsibility was not to allow those who think that you can manage a party or you can lead people with emotions. So people were in all types of emotions, and you had to bring them together. And you had to make sure that the party doesn't split off, that people don't use the fact that we went into an election that probably didn't give us a good result. I don't know what a good result is, because the only good result as far as I'm concerned is to win an election. Well, if you have lost it, you have lost it, but that's another issue. But you cannot, on the basis of an election that we as a party all agree
that it's an election that was not democratic, then turn to use the fact that the results that the undemocratic election has given, use it to try to punish A, B, C, or try to, when people get emotionally charged, to use that emotionally charged expressions or statements to discipline them. So the first responsibility was to keep the party together, and that's not an easy task. Il s'agit donc de The faire second concrètement responsibility, Is the party together today? otherwise I will not be sitting in front of you today. Qu'est-ce qu'il faut faire donc concrètement maintenant? Vous dites qu'il y aura bientôt des élections législatives. Et Écoutez, la position du SDF est très claire par rapport. Il ne peut pas avoir d'élection dans un pays en guerre civile. Donc, nous sommes encore accrochés à l'article 3 de nos statuts, qui disent qu'on arrivera par le pouvoir, par les élections, mais nous n'avons aucune obligation d'être accrochés à cela toute notre vie. Donc, donc ça se dessine un boycott à l'horizon? Nous ne boycotterons pas d'élections. Nous avons dit que nous n'allons plus jamais boycotter d'élections. Qu'est-ce que vous ferez donc? Parce que, mais écoutez, si je pense que les résolutions de notre dernier comité exécutif national, exécutif sont très claires là-dessus. Mais je ne vais pas revenir là. Monsieur Duval, je ne vais pas venir vous dire ici quelles sont les stratégies que il ne s'agit pas de stratégie. Il on sort d'une élection où il s'agit de comprendre. Il s'agit de comprendre pour l'instant que le SDF met toute son énergie en ce moment pour s'assurer, premièrement, qu'on essaye de trouver une fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et notre position est très claire. Tant qu'une partie du pays est en guerre civile... Ça peut sonner comme un regret. C'est-à-dire que le SDF regrette d'avoir participé à cette élection présidentielle, puisque les conditions sont les mêmes aujourd'hui. Non. Écoutez, M. Duval, nous ne parlons... Vous parlez d'une élection nationale. Oui. Là, nous sommes dans une élection locale. C'est tout à fait autre chose. Vous ne pouvez pas avoir une élection locale dans une partie du pays et ne pas l'avoir dans l'autre. Okay. Nous avons accepté d'aller à cette élection. Nous allons. Mr. Babila, it's impolite to cut me each time I speak because you make me lose what I'm saying. Okay. So just suffer to please let me, when I'm answering a question, just listen to me. Then after I come to you. It's a polite way of doing business. I'm just coming back to what you're saying. I'm just coming back to what you're saying. So, Mr. Babila, I'm coming to you. Right. J'étais en train de dire que nous sommes allés à l'élection nationale, l'élection présidentielle, parce que nous avions la conviction, et je l'ai toujours aujourd'hui. Donc, même si on a une élection demain matin, la biologie peut nous amener à cela. J'aurai toujours la même conviction que la seule façon d'arrêter la guerre, c'est de faire partir M. Biya et de mettre à la place de M. Biya quelqu'un qui comprend ce que le pays s'y veut et ce que la jeunesse de ce pays veut. Maintenant, cela n'a pas été possible parce que malheureusement, les résultats sont sortis comme ils sont sortis. Je l'assume pleinement. Nous parlons maintenant d'élections locales. C'est un tout autre chapitre et nous avons pris position par rapport à cela. Au dernier comité exécutif national. Nous aurons un comité exécutif national dans quelques semaines. Une fois qu'on aura ce nouveau comité exécutif national, on va voir la situation du moment. Mais pour l'heure, notre énergie, tout ce que nous donnons, que ce soit dans l'Adamawa, dans l'extrême nord, à l'est, dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est pour essayer d'apporter une fin à l'insécurité, à la guerre civile au Cameroun. And if that is not the case, are you going for the upcoming elections? Pardon? And if that is not the case, if things don't change, are you going to go in for the next elections? Well, let me take it all over again in English. I was trying to tell your colleague that the national election, we have the conviction, and I still have the conviction today, that with a presidential, getting rid of Mr. Biya is the smoothest way to stop the civil war in Cameroon today because he declared that war. So if we have the opportunity of an election against Mr. Biya, or a presidential election if you prefer, we will not hesitate to present ourselves again because that's the way to go. Now the election that is coming up is a local election and it's completely different. And what we're saying today is that in the present circumstances, elections cannot hold. It's not a national election, it's a local election. So don't blame the responsibility of peace in Cameroon on my back or on that of the party. What we are saying today is that you, Mr. Babila, being a CPDM, SDF or whatever party candidate,
in your home, Balinyonga, you will be unable to drop your file at Elekam today. You will be unable to campaign, and you will be unable to vote, because that's the reality on the field. That reality can change tomorrow, because what I was just saying, just permit me, what I was saying is that the SDF is putting all its energy today so that peace comes back to the far north, the east, the Adamawa, northwest, and southwest of Cameroon. So if what we are doing, the efforts we are putting in to try to bring Mr. Biya to reason, to stop this war happens, then we'll have a whole different position. But that is not the case today. And that's why we resolved on that position at our last National Executive Committee meeting. Alors, comment vous avez apprécié ces résultats quand même officiels de l'élection présidentielle? On a vu Maurice Kamto classé deuxième officiellement avec 14,23-28% des suffrages exprimés en sa faveur. Cabral Libi, qui était à sa première élection présidentielle, tout comme vous, qui a eu 6%, classé troisième, et vous arrivez quatrième, alors que le SDF est un parti politique qui est présent sur le paysage politique depuis de nombreuses années et qui n'en est pas à sa première élection. Comment vous avez apprécié les performances de ces candidats à l'élection présidentielle? Écoutez, il n'y a pas de performance quand vous ne réussissez pas une élection. Tout simplement, vous allez au baccalauréat et vous ne réussissez pas et vous commencez à vous comparer avec les autres qui ont échoué comme vous. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison et dire à votre papa, écoutez, je suis avant-dernier, mais il y a un autre qui a eu pire que moi ou vice-versa. Non, Monsieur Biya a eu, d'après l'ECAM et le Conseil constitutionnel, 71%. On a pris acte de cela. Voilà ce que je peux vous dire de cette élection. Et on avance. Maintenant, sur la base de cela, ça nous donne une clé pour mieux travailler, pour mieux nous outiller pour les échéances à venir. Mais je peux vous dire une chose. Ce qui est certain, c'est que le SDF arrivera au pouvoir, tôt ou tard. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'on a malheureusement, et j'en porte l'entière responsabilité, comme je l'ai dit, on a, je dirais, retardé cette échéance, mais je n'ai aucun doute, mais alors aucun doute malgré les d'y arriver. Vous avez fait part des irrégularités durant cette élection présidentielle, vous avez contesté devant le Conseil constitutionnel, mais après la proclamation des résultats, à la cérémonie d'investiture, vous étiez présent durant cette cérémonie d'investiture. Qu'est-ce qui a justifié votre présence à la cérémonie d'investiture du président de la République? Mais ce n'est pas parce que vous contestez la décision d'un juge que vous allez vous suicider plutôt que de rentrer en prison si vous avez été condamné. Et donc, je suis député de la nation, je représente les populations de Voury-Centre. Le président vient prêter serment. Je n'ai pas le droit de ne pas être présent par rapport aux populations que je représente. Je suis désolé. C'est donc le député qui était à cette cérémonie-là. J'ai jamais été invité en tant que candidat. Je n'ai pas été invité. J'étais à ma place de député, aussi simple que ça. Ceux qui étaient invités étaient en haut dans les gradins. Donc, je n'ai jamais été invité. On vous a vu à côté d'autres candidats à cette élection présidentielle. Ça donnait le sentiment aux Camerounais que ce sont des anciens candidats à l'élection présidentielle. Quel autre candidat, monsieur? Qui sont venus adouber, légitimer. Quel autre candidat? J'étais à ma place. J'étais au premier rang en tant que vice-président d'un parti politique à l'Assemblée avec mon écharpe parlementaire. Est-ce qu'il y avait il y avait aucun autre candidat assis à côté de moi? Il ne faut pas raconter les choses aux Camerounais qui sont pas justes. Il n'y avait aucun autre candidat. Honorable, je choisis peut-être pour sortir. Oui, vous avez répondu. Je vais vous relancer. Je vais vous relancer sur un autre sujet. Sur cette élection présidentielle, justement, dans le bilan, sauf si ça m'échappe, est-ce qu'on a fait le bilan financier? Combien ça vous a coûté cette élection présidentielle? Écoutez, une élection présidentielle coûte très cher. Je ne veux pas donner des chiffres parce que ils peuvent être mal interprétés. Question de transparence. Non, la transparence électorale, ce n'est pas en face de vous, c'est pas en face des journalistes, c'est en face de ma famille politique. On a eu le 5e budget, d'après tous les éléments que j'ai. Malheureusement, on n'était pas à la hauteur de nos attentes. Je pense que la situation, le contexte dans lequel on allait à cette élection y est pour quelque chose. Quand le 5e budget, c'est quoi par rapport aux autres budgets? Par rapport aux autres budgets. Et mais j'aimerais juste par dire... rapport à la dernière élection présidentielle, le budget était plus important, moins important? Était plus important, oui. Était plus important. Il était plus important, il faut le dire. Et on n'a aucun regret à ce niveau-là. Proche de 10 milliards, de 11 milliards, de 12...
Duval, je ne donnerai pas de chiffres, tout simplement, c'est pas parce que je les cache, tout simplement parce que ça peut être mal interprété, premièrement. Deuxièmement, ma famille politique a quand même la primeur d'avoir les chiffres. Deuxièmement, c'est une question de campagne électorale, donc c'est la campagne qui est propriétaire de ces chiffres. Ce n'est pas, il n'y a pas de, comment dirais-je, dans une élection, il n'y a pas de reddition de comptes au public au Cameroun, ça n'existe pas. Donc je ne veux pas mettre d'autres mal à l'aise, je dis tout simplement ce que je peux dire, c'est que comparé à d'autres concurrents lors de cette élection, on a eu un budget à peu près 12 fois moins. Voilà. Je ne parle pas de Monsieur Biya qui avait les caisses de l'État, je parle des autres concurrents. On a eu entre 12 et 15 fois moins d'argent lors de cette élection. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui est très important, c'est qu'on a réussi le pari de déplacer le débat vers un programme politique, vers un programme économique, social et politique. On a réussi à garder le cap sur ce programme. On a réussi à faire tous nos meetings sur ce programme sans invective aucune, sans essayer d'aller vers un populisme, sans essayer d'aller vers des extrêmes. Et je me félicite de cela. Et je crois qu'aujourd'hui, au vu de ce qui arrive à un des candidats de cette élection, je crois que les Camerounais comprennent aujourd'hui pourquoi j'ai demandé qu'on ferme l'ENAM. Alors, on vous a vu également présent à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Honorable Joshua aussi, que faites-vous à la FECAFOOT aujourd'hui? Écoutez, non, je n'entrerai pas là-dedans. Je suis membre de la FECAFOOT. Je suis président de club depuis 99. J'ai été joueur, et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas absolument être président de la République pour changer les choses. J'ai mal à mon football et je donne tout ce que j'ai, tout mon temps, que j'ai, le peu de temps que j'ai, pour faire en sorte que notre football s'améliore. Je suis très, excusez-moi, Monsieur Noufélé, je suis très heureux de pouvoir, en dehors d'être président de la République, de pouvoir encore servir mon pays, de servir ma fédération, la Fédération camerounaise de football, et de démontrer qu'il ne faut pas être président de la Fédération camerounaise de football ou président de la République pour faire des bonnes choses dans ce pays. Tout comme je le fais auprès de ma communauté locale, je le fais dans ma famille, je le fais auprès de mes entreprises, je peux le faire ailleurs aussi. Donc, je n'ai pas le syndrome du statut d'ancien candidat à l'élection présidentielle parce que, croyez-moi, je serai encore candidat. Et donc, je fais tout pour essayer de donner tout ce que je peux pour que mon pays s'améliore. Et j'attends pas la prochaine élection présidentielle pour... Et s'agissant justement, vous êtes de ce poste de deuxième vice-président, deuxième vice-président du bureau exécutif de la FECAFOOT, semble-t-il, vous êtes également membre du comité d'urgence de cette fédération camerounaise de football-là. Et il y a quelque temps, beaucoup d'informations qui ont fusé au sujet des incompatibilités. Je pose la question de façon précise. On vous a vu, vous SDF, très présent il y a quelque temps, je crois que c'était en avril dernier, au cours de la session de mars 2018, on a vu le SDF porter un projet, c'était la lutte contre les incompatibilités, en faisant valoir cette loi 2016/011 du 27 octobre 2016 portant règlement intérieur du Sénat et qui interdit le cumul des fonctions. Le sentiment qu'on a, c'est que il y a comme une sorte d'indignation sélective chez vous. Non, pas du tout. Je pose la question, je vous en prie. Pas du tout. Je pose la question. Oui. Donc, on a vu donc le SDF porter ce combat-là, mais en même temps, on se pose la question de savoir comment Joshua aussi, qui est frappé par les incompatibilités. C'est vous qui le dites, hein? Les journaux ont relayé cela, et on a cité notamment l'article 50 de la Fédération camerounaise de football. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Clarifier la position que vous occupez sur la Fédération camerounaise de football. Duval Fango a très bien commencé, mais comme souvent il chute mal, malheureusement. Excuse-moi. Est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité? Non, vous avez très bien commencé. Il y a la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la Fédération camerounaise de football n'est pas une entité publique.
Okay? C'est une association. C'est la première des choses. Il faut déjà déblayer tout ça. Donc, nous ne sommes pas dans le cas de figure de gens qui sont frappés d'incompatibilité par rapport aux contribuables camerounais. Donc, c'est la première des choses qu'il faut mettre sur la deuxième des choses, vous avez commencé avec une très bonne interprétation des textes, mais vous vous êtes perdu en route. Vous avez parlé d'un comité d'urgence. Premièrement, je n'ai jamais été élu à un comité d'urgence qui n'est pas un organe de la FECAFOOT, qui est une structure ad hoc, qui ne se réunit que s'il y a urgence. C'est l'article 49 des statuts de la FECAFOOT. Quel que soit l'article. Mais le comité... Non, parce que vous dites que ce n'est pas une structure. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas un organe. Ce n'est pas un organe. Il y a 4 organes dans la Fédération camerounaise de football. Laissez-moi finir, Babila, je vous vois venir. Il y a 4 organes dans la Fédération camerounaise de football. Malheureusement pour vous, le comité d'urgence n'en fait pas. Et comme son nom l'indique, c'est un comité d'urgence qui est censé trancher entre 2 comités exécutifs. Tout à fait, oui. Donc, pour l'instant, pourquoi vous m'accusez de quelque chose qui n'existe pas? Donc, on n'en est pas membre. Ben, attendez le jour où on va convoquer un comité d'urgence et que j'aille m'asseoir à ce comité d'urgence-là, et puis je vais revenir. Je vous pose la question. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous pose la question, je vous en prie. Je vous pose la question parce que lorsque ces questions ont été évoquées et que les journaux en ont fait cas, on se souvient que la date butoir, c'était le 15 janvier, tel qu'on a indiqué, pour effectivement décider soit de laisser tomber l'écharpe à l'Assemblée nationale, soit de rester... Arrêtez la question. Attendez, je vous en prie, je pose la question. Vous avez indiqué, dans un élément sonore, enregistré chez Equinox Radio, que vous donnez rendez-vous ce 15 à 23h30 pour prendre votre décision. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rendu cette décision? Écoutez, pourquoi vous posez une question et vous vous déroutez de votre propre question? Vous me posez la question en tant que membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Non, sur les incompatibilités. Je crois que si je le... Non, sur les incompatibilités, vous avez très bien commencé. Il faut pas qu'on tourne autour du pot. Je ne suis membre d'aucun comité d'urgence. Okay? Il n'y a eu aucun comité d'urgence. Le jour où le stade Amadou Ahidjo ou Paul Biya s'écroule et qu'on a besoin de siéger en comité d'urgence, ou le jour où les Lions fuient l'hôtel avant le match et que le comité d'urgence a besoin de siéger pour prendre des décisions en urgence, comme le nom l'indique, et que je m'assois à cette table, je serai prêt à répondre à vos questions. Pour l'instant, j'ai été candidat au comité exécutif de la FECAFOOT. J'ai été élu avec le plus gros score par l'Assemblée générale. J'ai été candidat à la vice-présidence de la FECAFOOT, qui est un organe de cette entité-là. Le comité d'urgence est un comité ad hoc qui est certes composé, entre autres, des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football, qui siègent entre 2... Autrement dit, vous n'êtes frappé par aucune incompatibilité. Pourquoi vous refusez que je vous aide à poser la question et vous refusez que je réponde, Duval? Laissez-moi répondre. Donc, pour l'instant, vous êtes en train... Is there any incompatibility between the post you're holding at the Cameroon Football Federation and your post as MP? Je vous en prie, Jonathan Babila. Joshua aussi, vous avez la possibilité de clarifier. Je n'ai absolument aucune. Je pense pas, franchement, je ne pense pas qu'on va essayer de faire un procès en sorcellerie d'une situation qui n'existe pas. J'ai dit, et je le répète, mais M. Babila ne veut pas l'écouter, ou peut-être c'est parce que c'est en français. Duval a bien posé la question au départ. Il a parlé du comité d'urgence. Je dis, le jour où vous me verrez dans un comité d'urgence, venez me poser la question, c'est tout. Alors, je n'ai pas d'autres questions à répondre. Il y a d'éminents juristes qui ont accepté mon dossier lorsque j'ai été élu. Et donc, j'ai été élu et la majorité, l'écrasante majorité, ça a même été un plébiscite de l'Assemblée générale, m'a confié cette fonction-là. Et je suis dans ce poste, d'ailleurs c'est pas une fonction, c'est un poste, et je suis dans ce poste-là, j'essaye de donner ce que je peux au football que j'aime. Alors ça veut dire qu'on est fixé, l'article 50 des nouveaux statuts adoptés en octobre précise que les fonctions de membres
du gouvernement ou de toute autre personne exerçant une activité lui conférant une immunité de poursuite sont incompatibles avec celles des membres du comité des gens d'Africafour. Vous dites que vous n'êtes pas concerné par cette disposition. C'est ce que nous voulons retenir. Je ne suis pas Alors, concerné. un dernier mot. Et je dis plus, le comité d'urgence n'a encore jamais siégé et dans l'absolu, le comité d'urgence ne doit jamais siéger. Si le comité d'urgence siège, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a mal fait notre travail. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Un dernier mot, honorable Joshua aussi, pour cette année 2019 qui démarre avec tous les problèmes que le Cameroun rencontre sur le plan économique, social et sécuritaire. Quel est votre dernier mot au moment où vous faites votre rentrée politique, au moment où une session parlementaire s'annonce dans les toutes prochaines semaines, très attendue au regard des défis qui interpellent le Cameroun? Écoutez, j'aimerais que les Camerounais se rendent bien compte que notre pays est en guerre civile, que ce qui nous arrive nous touche tous. Il n'y a pas de Camerounais qui est en guerre et d'autres il n'y a pas de Camerounais qui sont en guerre et d'autres qui ne le sont pas. Ça nous touche tous. Ce n'est pas parce que votre village n'est pas concerné que ce n'est pas à nous. Quand ça a commencé dans l'extrême nord, les gens se sont dit que 5500 km c'est trop loin. Aujourd'hui, c'est aux portes de Bonabéry, c'est aux portes de Bafia, c'est aux portes de partout. Et il faut comprendre que résoudre cette crise, résoudre le problème de cette guerre civile doit être la priorité des priorités de tous les Camerounais. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à vivre dans un pays en guerre et de faire comme si d'autres problèmes sont plus importants, comme si la canne était importante, comme si l'économie était importante. Le premier des problèmes que nous devons résoudre, c'est le problème de la guerre civile. Et tant que nous sommes en guerre civile, nous ne serons pas en paix avec nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai dit était le plus gros challenge. Et c'est pour cela qu'il fallait ressortir de c'est ce que j'ai dit au Conseil constitutionnel, c'est ce que j'ai dit au sortir de l'élection présidentielle, c'est ce que je vous répète aujourd'hui. Nous devons tous ensemble, et les journalistes portent une grande responsabilité, parce que je pense que au moins 51% de cette guerre civile est causée par le relais des informations. Je ne dis pas les journalistes professionnels uniquement, les médias sociaux, etc. On a une grande responsabilité collective de faire en sorte que cette guerre cesse. Pour l'instant, je donne toute mon énergie à ce challenge-là et j'invite tous les autres Camerounais à nous rejoindre parce que si ce pays n'est pas en paix, nous ne serons pas en paix avec nous-mêmes. Merci, honorable député Joshua aussi, député de Vaury-Est, également premier Vaury-Centre. Vaury-Centre, pour être plus précis, et premier vice-président national du SDF. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jonathan Babila et Duval Frangois, d'avoir participé à ce programme. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de rester sur Equinox Télévision.